Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. 3 mai, date de célébration de la liberté de la presse. Le thème retenu cette année est accès à l'information et aux libertés fondamentales. C'est votre droit. Qu'en est-il au Bénin? La réaction de responsables d'associations de médias dans cette édition. Le Bénin se prépare pour contrer les attaques ciblées. Une séance d'entraînement des forces de l'ordre s'est déroulée aujourd'hui au Palais des Congrès à Cotonou. Et puis le coton et le renforcement des capacités productives, deux sujets abordés à la rencontre des PMA à Genève en avril dernier. Ambassadeurs et experts ont esquissé des pistes de sortie. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Ouvrons par cette actualité mardi 3 mai 2016. C'est la journée retenue pour la célébration de la liberté de la presse. Le thème retenu cette année est accès à l'information et aux libertés fondamentales. C'est votre droit. Quelques responsables d'associations de médias rencontrés à Cotonou nous en parlent. Ils sont au micro de Monique Toron et Jérôme Mungo. On aurait pu croire que l'UNESCO a retenu ce thème pour le Bénin. Parce que lorsque vous avez un code de l'information et de la communication voté en janvier 2015, promulgué en mars 2015, et publié de la diffusé depuis 2015, mais qui n'a réellement pas d'application. Qui n'a pas d'application surtout par rapport à tout un chapitre qui a été consacré à l'accès à l'information, au niveau de l'administration. Mais curieusement, aucun acte n'a été pris conséquemment pour permettre aux professionnels des médias, pour permettre au public de jouir de cette prérogative. Nous sommes encore dans une situation comme si le code de l'information et de la communication n'a jamais existé. Alors il était très important, nous saisissons la balle au bon pour pouvoir attirer l'attention de nos gouvernants sur la nécessité de prendre tous les actes qui permettent de rendre applicable ce code et par conséquent de permettre aux journalistes ou qui se trouvent sur le territoire de pouvoir accéder à tout moment à l'information par l'administration. L'information officielle, parfois, vous constatez que c'est à ce niveau-là que des problèmes se posent. Celui qui a reçu les moyens de l'État ne gère pas bien. Il faut qu'on puisse savoir comment il fait. Quand on gère l'État, le Parlement, les institutions de la République, les associations, tous ces regroupements-là, il faut que les professionnels puissent avoir accès à l'information. Et il faut que les gens comprennent que c'est notre droit et nous en avons besoin pour travailler. Je crois qu'au-delà des tests, il faut que la pratique puisse consacrer cela pour que nous puissions continuer à travailler avec aisance pour que les gens ne trouvent plus que nous colportons la rumeur. Quand on n'a pas l'information, parfois les journalistes supputent et ce n'est pas bon. L'essentiel est déjà fait. Nous avons un texte de loi qui organise l'accès aux sources publiques d'information et cet accès est réservé non seulement aux journalistes, mais aussi aux citoyens qui souhaiteraient en savoir plus sur ce qui se passe dans le pays. C'est un fait. Mais je voudrais que nous apprécions la liberté de la presse de façon globale, au-delà d'une célébration. Que nous fassions l'effort de faire une remise en cause permanente. Ne regarder que du côté des acteurs politiques, mais nous avons également une part de responsabilité dans ce qui est affiché souvent comme classement de Reporters sans frontières pour choisir cet exemple. On ne change pas de registre. Les journalistes font le bilan du premier débat télévisé des candidats du second tour à la présidentielle de mars dernier, occasion pour eux de réfléchir sur les conditions d'exercice du métier de journaliste à travers les tests, lois et règlements liés à la profession. C'était ce matin à la maison des médias à Cotonou. Cloté Awekou et Bénédicte Kosso. Je voudrais savoir comment est-ce que vous avez géré le timing. Bilan du face-à-face télévisant des candidats du second tour à la présidentielle de mars dernier. Les hommes des médias veulent mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce débat, les objectifs poursuivis, le mode d'emploi, la conduite, voire les non-dits de ce face-à-face sans précédent dans l'histoire politico-médiatique de notre pays. L'essentiel ici est de tirer les leçons pour parfaire à l'avenir ce point capital entre les deux tours de la présidentielle, voire de l'inscrire comme acte obligatoire dans le processus électoral. Il y a beaucoup de commentaires face à ce débat qui est aussi une première dans notre pays. Nous avons alors estimé que plutôt que d'envoyer
les animateurs de ce débat à l'abattoir, il serait plus judicieux que nous les écoutions, que nous puissions faire le débat entre professionnels des médias, relever les insuffisances, relever également les avancées, pour que dans 5 ans, lorsque nous serons en face encore d'une telle émission radio-télévisée, que nous ne puissions plus, que les animateurs ne puissent plus essuyer les mêmes critiques. La prestation de nos confrères relevait de la normale, c'est-à-dire que quand on voit en France, c'est toujours un canevas qui est dressé et ils sont obligés de rester dans ce canevas. Par contre, nous avons vu que, par exemple, un des animateurs disait qu'à un moment donné, ils ont voulu sortir de ce canevas pour pouvoir. Mais attention, ils se sont dit, est-ce que, comme c'est la première fois, ça va créer un spectacle parce qu'il y avait un candidat qui pouvait à tout moment se lever et partir. Donc, ils ne voulaient pas assumer cette responsabilité comme c'était une première. Donc, nous croyons que pour les grandes résolutions que nous allons tirer ici, permettront pour une seconde émission du genre de rassurer les animateurs pour qu'éventuellement ils puissent prendre un peu plus de liberté et satisfaire au mieux le public. Commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse, occasion à la faveur de cette rencontre de revenir sur les textes, lois et règlements liés à l'exercice du métier de journaliste, la contradiction existant entre eux, la question d'accès aux sources d'information, le droit à l'information, le poids des réseaux sociaux dans l'information et la communication, la question de la fusion de l'ARCEP et de la HAC, la convergence des médias, sont autant de préoccupations qui ont nourri ce rendez-vous des hommes des médias. Et sur ce même registre, lancement officiel ce lundi des journées des médias. L'événement se tient au stade de l'amitié Mathieu Kérékou. C'est un espace d'échange entre professionnels des médias et le public. Le point de la cérémonie de lancement avec Ramato Lawani et Amadine Niabosso. C'est parti pour la première édition des Journées des médias, un événement organisé par de jeunes professionnels des médias, et ceci dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de presse. Dans l'histoire des médias de notre pays, nous avons décidé d'organiser des manifestations grandioses qui vont au-delà des traditionnelles conférences et échanges à bâton rompu que nous avons pendant peut-être une demi-journée ou quelques heures à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse. Si nous sommes des faiseurs d'opinion, c'est nous qui permettons aux autres de se donner de la visibilité, mais nous constatons que nous-mêmes, acteurs des médias, nous ne nous donnons pas assez de visibilité. L'initiative est soutenue par les différentes associations des professionnels des médias du Bénin. Et pour le représentant de l'autorité en charge du secteur, le rôle de la presse n'est plus à démontrer dans notre pays. Le journalisme est un métier noble que chacun doit honorer au quotidien. Les différentes conférences et débats qui s'organisent ici, dans ce prestigieux et innovant village des médias et dans les écoles de formation en journalisme que sont ESAE et ISMA, permettent aux professionnels de se pencher sur les contours de l'exercice de leur métier, de se remettre en cause et surtout de se perfectionner. Plusieurs manifestations sont prévues pour meubler les 8 jours que vont durer ces journées des médias. Et nous sommes ici actuellement au village des médias que nous avons implanté sur le stade Mathieu Kérékou. Tous les jours, il se déroule ici des échanges, des panels de discussion entre professionnels des médias, entre les professionnels des médias et le public. Il y a également ce que nous avons appelé les rencontres B2B qui permettent à chaque acteur des médias invité de venir se présenter au public, de venir exposer sa manière de faire son travail. Tous les jours ici, nous avons des émissions qui sont réalisées en direct aussi bien par des radios que des chaînes de télévision. Tous les soirs, nous avons ce que nous avons appelé l'ambiance du village. Les professionnels des médias sont là, font le show, font des échanges avec le public. La conférence inaugurale des Journées des médias a porté sur le thème « La revue de presse en langue nationale entre professionnalisme et satisfaction du public » animée par Souley Isiaka. On prend la direction de la Marina. André Valigny, secrétaire d'État auprès du ministre français des Affaires étrangères, du développement international et de la francophonie, a été reçu cet après-midi au cabinet du président de la République. La descente au Bénin de l'émissaire français fait suite à la visite officielle que le président Patrice Talon a effectuée à l'Élysée le mardi dernier. D'importants dossiers de coopération ont été donc évoqués au cours de cette audience, qui a aussi connu la présence des ministres d'État béninois et celle de l'ambassadrice de France près le Bénin. On écoute le secrétaire d'État André Valigny aux sorties de l'audience au micro de Renaud Akapo. Cette rencontre à l'Élysée a donné suite à ma visite au Bénin qui était programmée déjà depuis plusieurs semaines
mais qui tombe vraiment très bien, puisque le président Hollande et le président Talon ont convenu la semaine dernière de renforcer leur coopération, la coopération entre nos deux pays. Je viens d'évoquer le renforcement de l'aide au développement que la France va consentir en faveur du Bénin, qu'il s'agisse d'aide structurelle en matière d'énergie à moyen et long terme, le développement de l'énergie solaire par exemple, qu'il s'agisse aussi d'aider le Bénin à honorer ses engagements dans les mois qui viennent. En matière de finances publiques, nous avons évoqué aussi les problèmes de sécurité, et notamment du risque terroriste qui se pose ici, en Afrique de l'Ouest, en Europe, avec l'idée évidente aujourd'hui, qui aurait dû l'être depuis longtemps, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, que nous devons renforcer la coopération et la coordination entre nos services de renseignement. Je parle de nos services de renseignement européens. Il faut que la France et ses partenaires et ses amis et ses voisins, comme la Belgique notamment, l'Allemagne évidemment, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, que les pays européens fassent davantage d'efforts de coordination entre leurs services de renseignement, qui travaillent encore aujourd'hui de façon trop cloisonnée. Et puis il faut aussi que les services de renseignement des pays européens que je viens de citer coopèrent davantage avec les services des pays africains, comme le vôtre, le Bénin, qui est, comme tous les pays d'Afrique de l'Ouest, hélas, soumis au risque terroriste. Nous avons évoqué aussi avec le président Talon le sujet qu'il avait évoqué lui-même avec le président Hollande, à savoir le renforcement de la technostructure du Bénin. Le président Talon a beaucoup d'idées pour moderniser la gestion publique du Bénin et il souhaite s'appuyer sur des experts de haut niveau qui pourraient appartenir à la diaspora franco-béninoise et qui pourraient être intéressés par l'idée de venir aider, ne serait-ce que temporairement, le Bénin à prendre un nouveau départ, notamment dans le domaine économique. On quitte le palais, mais on parle toujours coopération. Le secrétaire d'État auprès du ministre français des Affaires étrangères et de la coopération est en séjour au Bénin. Il est allé visiter les locaux de l'Office central de protection des mineurs, de la famille et de la lutte contre la traite des êtres humains. Pour la circonstance, il avait à ses côtés les ministres de l'Intérieur et des Affaires sociales. Le reportage de Samuel Adimi. Cette visite est la première étape du séjour au Bénin du secrétaire d'État auprès du ministère français des Affaires étrangères. Occasion pour l'Office central de protection des mineurs, de la famille et de la lutte contre la traite des êtres humains d'exposer son cahier de charges. En matière de protection de l'enfant, notre office dispose aujourd'hui d'un centre d'accueil et de transit des enfants qui nous accueillent là, qui reçoit toute catégorie d'enfants, que ce soit des enfants en conflit avec la loi, des enfants victimes ou témoins des faits, des enfants délaissés, abandonnés, maltraités, victimes d'exploitation économique ou sexuelle, même des enfants handicapés, nous les recevons. Et ces enfants sont référés systématiquement ou après un court séjour dans des centres appropriés, en raison du manque des infrastructures adaptées. Au cœur du premier acte de cette visite de coopération, les enfants vulnérables. Et je suis donc ce matin ici, au Bénin, dans ce centre important qui s'occupe de ces enfants, qui sont beaux comme le sont tous les enfants, qui n'ont pas eu la chance qu'ont d'autres enfants au départ dans la vie, mais pour lesquels vous êtes là, Madame la directrice, avec votre équipe, avec vos collaborateurs, vos collaboratrices, vous êtes là pour justement leur donner une nouvelle chance d'embrasser la vie, car chaque enfant mérite évidemment qu'on lui donne toutes les chances de réussir sa propre vie. Au détour de ce séjour du secrétaire d'État français, la sollicitation des compétences de l'Hexagone est à nouveau précisée. Si on vous fait visiter et que vous avez choisi aussi de visiter des endroits les plus difficiles et qu'on ait accepté que vous puissiez visiter ces endroits, c'est la marque de la confiance que nous vous faisons. Le Bénin fait confiance à la France pour pouvoir bénéficier de son expérience, fait confiance à la France pour pouvoir bénéficier de son assistance, fait confiance à la France pour tout ce qu'elle fait pour notre pays et nous aider à atteindre le niveau qui est le vôtre en ce moment.
Et pour mieux appréhender le vécu de ces mineurs, visite des locaux de l'OCPM et échange avec ses responsables s'est imposé. Et ce message de félicitations à l'ancien président de la République qui vient de nous parvenir dans un courrier en date du 26 avril 2016, le commissaire Neven Mimica, membre de la Commission européenne, adresse ses félicitations à l'ancien président de la République Boni Yayi pour son engagement et son respect des lois fondamentales au Bénin. Il dit espérer que ce respect de la loi fondamentale et de la volonté du peuple vont inspirer d'autres. Le commissaire Neven Mimica a salué par ailleurs le rôle que l'ancien président de la République a joué dans la résolution des crises au Mali et au Burkina Faso. Et on parle de cette prévention avec nos forces de sécurité. Les forces de l'ordre préparent donc contre les attaques ciblées. Une séance d'entraînement a eu lieu ce mardi au Palais des Congrès à Cotonou. C'était en présence du ministre de l'Intérieur et de les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin. Brice Thibozo et notre reporter nous en parle. Derrière cette porte de la salle rouge du Palais des Congrès, des tirs. Il s'agit d'une simulation grandeur nature d'entraînement des forces spéciales de la police et de la gendarmerie en cas d'attaque ciblée. Nos forces spéciales, les GIGN et les RAID, ont voulu coordonner leur entraînement. Ont voulu s'organiser et avoir des cas réels d'attaque du genre. Certainement, il y aura des hôtels, il y aura même peut-être des terrains de sport, il y aura d'autres, des ministères. Tout ça pour habituer nos forces à attaquer, à contre-attaquer et à protéger les citoyens béninois et même les citoyens expatriés. Cette séance est organisée par l'ambassade de France, assistée de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, une composante d'un stage de 10 jours. Nous avons besoin de nous entraîner, de nous exercer et d'apprêter les forces de sécurité et de défense à aller efficacement contre ce phénomène, à le prévenir au mieux des cas, ou alors à gérer au cas où il y a des violences, à limiter les dégâts contre la population, contre les institutions, contre les biens. Il y a d'autres menaces qui perturbent un peu la sécurité collective, la piraterie maritime, les trafics de tout genre. Il urge pour nous de prendre les dispositions idoines, c'est-à-dire de nous inscrire dans le cadre de la prévention pour éviter d'être attaqués et pour ne pas être en mesure de réagir. Et pour pouvoir réagir, il est très important et très urgent pour les forces de sécurité publique, je voudrais parler de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de s'entraîner, de revoir un peu les réflexes pour ne pas subir, parce que dans le jargon militaire, nous disons toujours que ne pas anticiper, c'est subir, et subir, c'est mourir pour nous. Cette série de manœuvres répond à l'engagement de la France. La France serait toujours aux côtés du Bénin, parce que c'est un pays ami. Et d'autres partenaires de soutenir le Bénin dans sa lutte contre les attaques de tout genre. Entraînement des forces de sécurité, un reportage assuré par Jérôme Mongo. Comme le droit à l'éducation et à la santé, au logement, les acteurs non étatiques pour l'eau et l'assainissement, le droit à l'eau se loge à la même enseigne. Ils se sont retrouvés ce matin à la direction départementale de la santé Atlantique littorale pour jeter les bases d'un plaidoyer pour la constitutionnalisation du droit à l'eau au Bénin. Alexis Sebremont et Jean-Claude James. La constitutionnalisation des droits à l'eau potable et à l'assainissement. Pourquoi au Bénin? Pourquoi maintenant? Oui, le Bénin ne doit pas être en marge de ce mouvement mondial. Le processus a démarré avec cet atelier de plaidoyer, une initiative du cadre de concertation des acteurs non étatiques du secteur eau et assainissement qui a opté pour la carte de l'anticipation. La situation que nous vivons en matière d'eau et d'assainissement n'est pas réduisante. 60% de la population béninoise pratique encore la défécation à l'air libre. 68% seulement ont l'accès directement à l'eau. Donc il y a de la matière. Le droit à l'eau et à l'assainissement vise les populations vulnérables. On dit toujours que l'eau est la vie et l'assainissement est la dignité. Ce nouveau contexte de nouveau départ que nous avons et qui a été caractérisé par la volonté politique manifestée au plus haut sommet de l'État
par le chef de l'État qui, au cours de la cérémonie d'investiture, a affirmé que le droit à l'eau et à l'assainissement est un droit inaliénable. Donc nous, acteurs non étatiques, nous voulons saisir cette opportunité pour, n'est-ce pas, inscrire au titre des réformes à inclure dans la nouvelle constitution le droit à l'eau et à l'assainissement. Au terme des réflexions, un comité est mis en place avec une feuille de route bien définie. Ce comité a très peu de temps pour mener les actions de plaidoyer qui, au bout de 100 jours maximum, devrait consacrer l'intégration des droits à l'eau et à l'assainissement dans la Constitution. Nous allons mener des actions d'interpellation, des actions fortes d'interpellation des autorités pour que notre cause soit entendue. Le droit humain à l'eau et à l'assainissement est une réalité depuis 2002 et réaffirmé dans la résolution des Nations Unies le 17 décembre 2015. Autre actualité, les organisations interprofessionnelles rizicoles de l'Afrique de l'Ouest font le bilan de leurs activités. C'est à la faveur d'un atelier qui se tient depuis ce mardi à Cotonou, une occasion pour eux de partager leur expérience en vue d'aboutir à une démarche consensuelle qui servira de guide aux intervenants. Alain Dossioro, Daniel Ada. C'est depuis 2008 que l'Afrique de l'Ouest a compris la nécessité d'élaborer des stratégies de développement de la riziculture. Cela a permis d'augmenter la production du riz de plus de 25% dans la sous-région. Pour pérenniser ces acquis, il fallait une solide restructuration des organisations paysannes qui ont compris l'enjeu en créant un cadre de concertation des acteurs de la filière. Il s'agit pour eux d'échanger sur des questions liées à l'amélioration de la productivité, de la régulation du marché et surtout au partage des plus-values au sein de la filière. L'atelier de Cotonou, regroupant les acteurs de la filière venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Bénin, entend faire le bilan de la mise en place des organisations interprofessionnelles en Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans un cadre des institutions de la CEDEAO et de l'UEMOA qui ont une politique sur les interprofessions. Nous devons partager ces politiques au cours de cet atelier de l'UEMOA et de la CEDEAO pour qu'on puisse partager ces politiques, pour voir quelles sont les forces et les faiblesses de cette politique qui peut arranger, surtout nous les organisations paysannes, pour qu'on puisse jouer pleinement notre rôle dans cette interprofession. Nous sommes vraiment dans une dynamique de lutte contre des crises dans laquelle les professionnels, les producteurs, les transformateurs doivent se mobiliser, devenir performants, devenir efficaces et devenir encore plus compétitifs dans un monde où la faim est une situation grave et grandissante. En procédant à l'ouverture de ces assises, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a souligné leur importance dans le développement de la riziculture dans la sous-région. Il me plaît de vous rappeler que la mise en place d'une organisation interprofessionnelle n'est pas automatique mais doit répondre à un besoin des acteurs de la filière concernée. Elle est dynamique, évolutive et se construit progressivement autour de différentes familles professionnelles représentatives qui s'engagent à travailler ensemble sur des missions ciblées. L'atelier de Cotonou permettra d'améliorer les tests juridiques sur les organisations interprofessionnelles rizicoles et corriger les processus en cours dans les différents pays. Et sur ce même registre de l'agriculture, l'ambassadeur du Bénin à Genève, Éloi Lauro, a présidé fin avril 2016 la retraite du groupe des ambassadeurs et experts des pays les moins avancés, PMA, tenue en Suisse. Cette rencontre a été consacrée aux questions portant sur l'initiative sectorielle en faveur du coton et le renforcement des capacités productives des PMA. Le compte-rendu de Samuel Adimi. Cette retraite des ambassadeurs et experts des PMA, présidée par l'ambassadeur du Bénin en Suisse, est organisée dans le cadre du suivi des résultats de la 10e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Outre les ambassadeurs et experts des PMA, plusieurs délégués de pays comme l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Norvège, l'Australie et la Suisse, ainsi que des représentants des pays émergents comme la Chine et le Brésil, y ont été conviés. Il s'agit pour les pays les moins avancés d'identifier et de formuler des positions communes en vue de mieux s'insérer dans le système commercial multilatéral. Au lendemain de Nairobi,
il est apparu nécessaire que le groupe des PMA se remette rapidement au travail en vue de la mise en œuvre effective des décisions adoptées en leur faveur à Nairobi, mais également de travailler sur les questions restantes du programme de Doha pour le développement qui présente un intérêt particulier pour les PMA. Les PMA considèrent le commerce international comme pouvant être un levier important de promotion de la croissance, de la productivité, de la création d'emplois et de revenus et de lutte contre la pauvreté. Cependant, cette noble espérance ne peut être réalisée que si les conditions de libéralisation des activités d'échange et de renforcement des capacités productives et d'exportation sont créées par le biais des réformes nécessaires. Au nombre des questions débattues à cette rencontre des ambassadeurs des PMA en Suisse figurent les négociations commerciales agricoles, notamment l'initiative sectorielle en faveur du coton et celle de l'assistance technique pour le renforcement des capacités agricoles. Les 49 pays membres des PMA ont aussi insisté sur le commerce des produits industriels et à leur importance dans le système commercial multilatéral. Cette retraite des ambassadeurs a consacré le dynamisme de la diplomatie et de la coopération multilatérale, économique et commerciale du Bénin en Suisse. Cela grâce à la présidence assumée de l'ambassadeur Éloi Laourou. Autre actualité, les membres du REFEM, entendez Réseau des ONG, VIH, SIDA et la violence, se sont retrouvés ce lundi à Cotonou pour le compte de leur 4e congrès ordinaire. Plusieurs points sont à l'ordre du jour du bilan de leur activité. Yva Godopessi, Marie-Louise Perrin. Mis sur pied il y a 6 ans avec une quarantaine d'ONG et associations, le ROAFEM s'agrandit et s'impose sur l'échiquier national avec environ 52 structures de base. Très organisé et dynamique dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida et toutes les formes de violence faites aux femmes, les membres du ROAFEM se réunissent pour faire le bilan des exercices passés. Le ROAFEM a opté de rendre compte fidèlement et régulièrement à ses membres. Dans ce cadre, chaque année, statutairement parlant, nous réalisons un congrès. C'est le 4e du genre aujourd'hui. Donc nous avons eu aussi la chance d'avoir 2 projets avec le Fonds mondial à travers le PNLS et le plan international Bénin. Dans ce cadre-là, nous avons commencé les activités et ça s'étend pratiquement sur tout le territoire national. Il faudrait qu'on en parle avec les ONG membres du réseau et prendre en compte leurs appréciations, les commentaires et éventuellement les critiques pour aller de l'avant. Ces 2 dernières années, le réseau s'est doté de sa 2e génération de plans stratégiques 2016-2020 et d'un manuel de procédures administratives, financières et comptables, documents qui sont très importants pour le fonctionnement d'une organisation. Confiance que le réseau s'est muni des moyens adéquats pour relever les challenges à venir, notamment s'ouvrir davantage à la défense des droits des populations. Au dire des responsables, malgré la compétence et la disponibilité des acteurs du ROAFEM, les moyens financiers et matériels font défaut pour la bonne marche de leurs activités. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre programme à 21h qui prévoit le magazine Soirée Sport et à partir de 22h, les feuilletons, le choix de l'amour et la fille de ma mère. Le journal du soir est prévu pour 23h30 avec Héloïse Winato. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.